Le premier dossier de justice. Oui. Rapidement, j'ai dit tout à l'heure que la tribune qui a été signée au retour de Kalia, c'était le secrétaire général. Non, je me rappelle, c'était plutôt le directeur DPA. C'était plutôt le directeur DPA qui ont fait une tribune. Oui, qui ont fait une tribune. Voilà. Alors, ceci dit, on va ouvrir le premier dossier de justice dans cette émission. Il s'agit de cette autre injonction du ministre Charles Wright. Charles Wright, donc, qui instruit au procureur de la CRIEF d'engager des poursuites judiciaires contre Maka Baldé. Il est le directeur général de l'Agence nationale volontariat jeune. Il lui est reproché de faits présumés de détournement. Et entre autres, on parle de 4 milliards, les fonds qui sont alloués à son agence, c'est 4 milliards, ensuite 1 milliard 900 millions, ce que vous fait 5 milliards 900 millions. Mais aussi la réforme d'un véhicule que le directeur a mis à son nom personnel et dont il a remis à une société minière pour location, alors que le véhicule en question n'a pas encore fait 3 ans. Vous savez, pour réformer un véhicule administratif, il faut 5 ans. Le véhicule en question n'a pas fait 3 ans. Et donc voilà, entre autres, mais aussi à cela s'ajoute le non-paiement des salaires des contractuels et des fonctionnaires donc, de l'Agence nationale. Voilà, si vous voulez, des chefs d'accusation qui ont été égrenés par le ministre Charles Wright et qui demandent donc au procureur de la CRIEF d'engager des poursuites sans délai contre Maka Baldé. Bon, reste à savoir si ces poursuites seront engagées, mais il n'y a pas de question à se poser. Si une personne qui dirige une entité qui se rendait coupable de ce dont on lui reproche. Aujourd'hui, la seule question qui se pose est celle d'un problème plus général, d'un problème qui se pose. Est-ce que la CRIEF va agir parce que la personne a détourné? Est-ce que cette personne donc, à laquelle on reproche d'avoir fait ceci ou de faire cela, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont contre lui qui auraient pu lui glisser, puisque c'est un processus dans lequel on pourrait se demander pourquoi c'est Maka Baldé parmi tant d'autres. C'est quand même des questions aujourd'hui qui sont d'actualité, mais sinon, en principe, c'est tout à fait normal qu'une personne qui dirige une entité, qu'elle soit redevable, qu'elle se rende compte et que si jamais les faits de cette sorte qui sont reprochés à M. Maka Baldé par le ministre Charles Wright, c'est tout à fait normal que ce monsieur puisse répondre. Mais l'autre problème, c'est de savoir est-ce que ce n'est pas un acharnement, parce que souvent, il y a aussi des petits problèmes. Et parce que le ministre dit qu'il a des pièces comptables. Non, oui, il y a des pièces comptables. Il a des preuves sous la main. Mais est-ce qu'il n'a pas d'autres pièces comptables pour lesquelles il n'a pas agi? C'est un peu compliqué. Maintenant, moi, je suis d'accord que le monsieur, s'il a des pièces comptables, qu'il soit poursuivi et que ce monsieur puisse être demain. Vous savez que dans le cas, vous avez vu le ministre de la Santé qui a des problèmes, le ministre, comment on appelle, le ministre de Messo, je ne sais pas si c'était de l'urbanisme. Yayasso. Des travaux publics, donc des personnes auxquelles on avait dit qu'on avait des preuves contre elles et que quand comment on appelle, la CRIEF s'est prononcée, il semble que ces personnes n'ont pas de charge suffisante contre elles. Donc il faudrait quand même prêter attention pour ne pas que les querelles personnelles puissent être transportées sur le plan judiciaire pour en faire un problème d'État. Est-ce que vous pensez que Charles Wright puisse avoir des querelles avec Maka Baldé? Non, bon, je ne sais pas, mais le plus important, c'est de savoir d'abord, c'est une évidence, ce dont il reproche à M. Maka Baldé. C'est normal que le monsieur puisse répondre des actes, mais il ne faudrait pas derrière quand même qu'il y ait quelque chose d'anormal. Il parle aussi d'un rapport d'activité de 188 jeunes volontaires de la 8e corps, alors qu'une dizaine de volontaires n'ont jamais été sur le terrain. S'il y a des présumés de d'après le ministre. S'il y a des présumés de tout le monde, il doit répondre sans ambiguïté. La seule chose à laquelle moi je m'opposerais, c'est qu'il n'y ait pas d'acharnement contre lui. Ça, je ne sais pas s'il y en a. Je ne suis pas en train d'ailleurs de dire qu'il y en a, mais ce pourquoi on le reproche, c'est tout à fait normal qu'il réponde parce que c'est un gestionnaire. Oui. Tcherno. Moi, j'ai essayé d'en parler hier avec Maka Baldé. Vous l'avez appelé au téléphone. Parce que, personnellement, je l'ai appelé aussi aujourd'hui. Parce que c'est passé à la télévision hier. Mais la première impression que je me suis faite, c'était, je trouvais que c'était un peu lésé. C'était un peu trop bas que ce soit le ministre qui
évoque des situations comme ça, le fait par exemple qu'un chauffeur qui ne travaille pas pour l'agence, travaille plutôt dans le privé pour le DG de l'agence, soit payé sur l'argent de l'agence, c'est suffisamment grave, hein, le fait, s'il est établi. Mais je pense que cette communication, j'aurais plutôt aimé voir le procureur la faire. J'aurais aimé voir le procureur faire cette déclaration que Charles faisait hier. Et parce qu'il faut qu'à un moment donné que le ministre de la Justice, qu'il y ait c'est-à-dire qu'il y ait... C'est le ministre des droits de l'homme aussi, en même temps. Oui, droits de l'homme, mais voilà, la question des droits de l'homme dans c'est ce que je dis, pour vous donner raison. Oui, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, c'est que je veux dire... Est-ce que le droit de l'homme existe chez nous? Est-ce que ce que je veux dire... non, le droit de l'homme existe. Il y a un directeur en charge des droits de l'homme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Famara Camara, que je connais très bien. Exactement. Mais est-ce que le respect, disons... Oui. Je veux le dire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est notre débat. Voilà, les droits de l'homme. Ça, c'est notre débat. Mais sinon, je sais que la direction existe. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si le ministre doit un peu disparaître dans la presse, si on doit revoir ses prérogatives, cette histoire d'injonction, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faut un effort quelque part pour qu'on puisse enfin faire la distinction entre la justice et le ministre de la Justice. Je pense qu'aujourd'hui, c'est confondu. Parce que si même pour des questions qui sont pendantes devant la justice, c'est le ministre de la Justice qui vient les évoquer, on voit l'exemple, hein, on ne se lassera jamais de rappeler, parce que c'est notre exemple le plus proche qu'on cite toujours. En France, quand il y a une attaque terroriste, par exemple, là, le porte-parole, par exemple, la présidence peut-être fait un communiqué, ou bien le gouvernement et tout ça, mais vous avez le procureur de Paris qui vient, ou de la ville qui est concernée, qui vient et qui donne les informations. De même qu'aux États-Unis aussi. De même qu'aux États-Unis. Exactement. Mais là, c'est le ministre qui vient. On va vous dire le procureur de Texas. C'est le ministre qui vient à la télévision, alors que même parfois, les gens n'ont pas reçu de convocation, n'ont reçu rien. Ils entendent par voie de presse que le ministre de la Justice les a cités dans une procédure et qu'ils doivent comparaître et que leurs documents doivent être confisqués. Il faut que le ministre, il faut qu'il y ait un effort quelque part de la part du ministre, ou alors dans les textes, ou alors de la part une volonté politique au niveau du chef de l'État pour qu'on fasse la distinction entre le gouvernement et la justice, et donc entre le ministre de la Justice et la justice. Il faudrait qu'on fasse cette différence-là. Parce qu'aujourd'hui, l'impression qu'on a, et peut-être que ce n'est pas ce que le ministre lui-même il cherche, mais en tout cas, ses actions, on laisse émerger cette impression-là, c'est qu'il se substitue à la justice. On a beaucoup plus peur aujourd'hui d'être convoqué par un juge que d'être cité par Charles Wright. Et donc, vous voyez bien, parce qu'on est en train de réaliser que en fait, c'est lui, il est capable de vous envoyer en prison s'il veut et tout ça. Pour le cas pratique de Maka Baldé, et apparemment, ce n'est pas la première fois, hein, cette histoire. Oui, là aussi, on parlait tout à l'heure de cette histoire d'adjoint et tout ça. Apparemment, ce n'est pas le parfait amour entre lui et son adjoint. Ah bon? Et que donc, certains dans son entourage, pas lui directement, certains dans son entourage reprochent ou soupçonnent son adjoint d'être à la base de cela. Et ils seraient même allés jusqu'au niveau du ministère pour les mêmes faits, le ministère de tutelle qui est le ministère en charge des sports, pour trancher plusieurs fois. Entre les deux, ça n'a pas marché. Ils sont allés ailleurs. Et ailleurs, là, on ne me dit pas c'est où, ça n'a pas marché. Et donc, le monsieur aurait choisi donc la voie du ministre Charlotte pour venir porter cette affaire-là et ces pièces-là à la connaissance du ministre, alors que ces questions-là avaient été discutées ailleurs. Et donc, pour lui et pour son entourage, en tout cas certains de ses collègues, c'est en réalité, je vais dire, c'est un peu plus fort que même les deux. Parce que l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Maka Baldé, si on doit rester fidèle à ce qu'on voit et à ce qu'on constate, Maka Baldé fait partie des protégés de TMB, de Thierno Mamadou à la présidence, parce que c'est aussi ça, hein, cette histoire de CNRD. C'est ça qui a ses parrains. Oui, mais tout le monde a des parrains. Moi, je pensais que Maka n'a pas de parrain. Oui, et ça m'a amené, c'est pourquoi quand j'ai écouté le ministre le faire hier, ça m'a amené à penser à beaucoup de choses. C'est dans un contexte... Est-ce que Thierno il pèse auprès du président? Exactement, c'est un débat qu'on peut avoir, mais ce qui reste clair, c'est que Maka Baldé, sur la base des images qu'on voit, la complicité que ça offre entre lui et TMB, on peut imaginer que c'est un protégé de TMB, donc conseil du président. Alors, est-ce que Maka n'est pas en train de subir en réalité une guerre
des grands, et chacun essaie de détruire l'autre, puisqu'il ne peut pas le détruire directement, il détruit ce qu'il protège en bas, et donc eux, ils deviennent vraiment des victimes collatérales, comme on le appelle en guerre. C'est de l'autre côté, c'est TMB et qui? Vous dites? Les grands de l'autre côté, c'est TMB et qui? Tierno Mamadou et qui? Non, je me limite là parce que c'est ce dont je peux justifier si un procureur venait à me convoquer ou bien si on venait à m'appeler à la HAC. C'est l'épreuve de ce que je peux apporter. Tout ce que je ne peux pas justifier, tout ce que je ne peux pas expliquer devant un juge. Mais il parle avec langue de bois. Hein? Non, tout ce que je ne peux pas. Non, rassurez-vous que chaque fois que moi j'écris, que je parle, tout ce que je dis, tant que je sais que je ne peux pas en apporter une preuve, je me méfie je m'abstiens d'ailleurs de le dire. Et c'est très important, surtout par ces temps qui courent. Donc ça, il faut le dire. Maintenant, après, est-ce que ça, on peut le dire, hein, dire que non, c'est une guerre de clans, non, c'est l'adjoint qui veut la place du directeur. Tout ça, c'est des débats qu'on peut avoir. Mais le plus important, c'est est-ce que les faits qui sont reprochés au monsieur sont vrais. Et c'est pour cela que je rejoins Alpha qui dit que en tant que directeur, il devrait être capable de justifier sa gestion. Et les faits sont suffisamment graves. Seulement, je ne trouve pas que c'était pertinent que ce soit le ministre de la Justice qui va à la télévision pour parler de ça. La réformation. Voilà, on a parlé du véhicule. Ça, par exemple, il faut peut-être interpeller notre ami aussi, parce qu'on a beaucoup d'amis là-bas, Senkou. Il faut préciser que Maka est un ancien journaliste, il vient de chez nous, et Senkou aussi est un ancien journaliste qui vient de chez nous. Mais il faut interpeller Senkou parce que c'est lui qui gère Maka? Oui, Maka était journaliste, oui. Bon, il a été dans la presse. Voilà, il a été dans la presse pour être précis. Je le connais comme communicant. Hein? Non, j'ai rectifié. Donc je dis, pour Senkou devrait aussi donner des explications. Parce que je ne crois pas qu'un véhicule, un VA qui est donc du garage du gouvernement puisse être réformé par la personne à laquelle le véhicule est attribué, sans que le gestionnaire du parc automobile de l'État ne soit au courant ou informé. Donc il faut qu'il s'explique parce que ça pourrait aussi l'affecter. Hein? Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on dit on paye des gens sur le salaire donc de l'ANVZ, donc sur le budget de l'État, sur le contribuable et l'argent public, on paye des gens et donc qui ne sont pas en réalité des gens qui travaillent pour l'ANVZ. Et ça, c'est vraiment grave. On parle d'emploi fictif, on parle même de surfacturation et tout ça. C'est des faits, s'ils sont avérés, bien sûr qu'on ne peut pas supporter quelqu'un sur ça, mais je pense qu'il faut aussi se penser sur l'opportunité de cette poursuite-là, sur les dessous de cette poursuite, et après dire que pour ne pas que ça donne l'image d'un acharnement ou d'un règlement de compte, que souvent ces choses comme ça soient portées par la justice directement par le procureur, par les juges et autres là, que par le ministre. Parce que le ministre, une fois encore, il est politique. Ouais, c'est pourquoi il siège au Conseil des ministres. Et personne ne le remplace là-bas. Même quand le ministre est absent. Pas l'ignorance parce qu'il ne connaît même pas. Même quand le ministre, non, je ne prétends pas connaître la loi plus que Charles Rouet. Il connaît suffisamment la loi. Il a fait 8 ans de magistrature et aujourd'hui, le ministre de la Justice, moi, je ne peux pas dire qu'il ne connaît pas la loi. Non, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la loi, oui. Mais est-ce que cette nuance-là, il est ministre de la Justice et non la Justice, est-ce qu'il arrive à faire le discernement? Non, c'est clair que publiquement, il ne fait pas de discernement. Voilà, parce que très souvent, regardez même la lettre qu'il a envoyée au Premier ministre en disant que le Premier ministre ne devrait pas interférer dans les actions de la justice, alors qu'il n'y avait aucune action de justice qui était posée. Il y avait que lui, il avait donné des instructions et son chef hiérarchique l'a dit, retire ces instructions que tu as données là. C'est ce que le monsieur avait demandé. Maintenant, quand lui, parfois, quand il s'agit d'appliquer vaille ce qu'il dit, il fait porter ça par la justice et donc il porte le manteau de justice, il devient la justice et il ne veut pas que son patron direct lui donne des injonctions parce que lui, il est la justice. C'est bien sûr la confusion. On se rappelle de ce qui avait déclenché la grève de 2007 et autres là, quand l'ancien parti libéré, la justice c'est moi. Oui. Et donc aujourd'hui, on a l'impression, et même si Charles ne le dit pas, on peut le dire à sa place, Charles fait croire clairement que la justice c'est lui, alors qu'il n'est pas du tout la justice. D'ailleurs, ce qu'il reproche à ces gens-là, on peut lui reprocher la même chose. C'est aussi un ordonnateur. Bien sûr. C'est aussi un ordonnateur. C'est qu'on reproche à Maka Baldé. Exactement. Hein. C'est qu'on reproche à Maka Baldé aujourd'hui. Si la justice était indépendante telle qu'on peut le prétendre, parce que lui-même, malheureusement, il reconnaît qu'elle ne fout pas grand-chose. Il l'a dit clairement, notamment à la CRIEF. Mais lui-même, on devrait pouvoir l'interroger sur sa gestion, sur ces marchés qu'il a passés. Il a annoncé, par exemple, que tous les marchés qui sont passés en 2017,
2022 qu'il y aurait des choses là-dessus. Mais tous ces marchés, il y a aussi les marchés de la justice. Maintenant, qui vous dit que le juge ou alors le procureur qui va enquêter sur ça et qui est sous son ordre et que ce soit lui qui est l'initiateur de cette initiative, de cette chose-là, que le juge-là ou le procureur-là examinera les marchés du ministère de la Justice avec indépendance? Non, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc c'est en cela que ce n'était pas pertinent que ce soit lui qui porte ça. La CRIEF est là. Il y a l'agence judiciaire, comment on appelle ça? Il y a l'inspection générale d'État qui est là. Il y a même le rapport de cette inspection-là. Qu'est-ce qu'on a fait des conclusions de ce rapport? Qu'est-ce qu'on en a fait? On est allé jusqu'à trouver du colmatage au point que le Premier ministre soit obligé de dire bon, puisqu'on est finalement fragile, on est faible, on est incapable, on ne peut pas faire de grandes choses, politiquement on est faible, ce qu'on va faire, puisqu'on ne va pas toucher aux intérêts des uns et des autres, on va juste remplacer. C'est-à-dire que Ndoye, qui était adjoint de Sékou, on va l'envoyer adjoint de Diallo. On fait ça aussi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Donc on a trouvé des mesures, c'est-à-dire qu'on n'a même pas appliqué ces mesures-là. On avait aussi dit dans le rapport de l'inspection générale de l'État qu'il y avait déjà des EPA qui n'étaient pas du tout nécessaires. Et jusqu'à présent, et le chef de l'État aussi en a parlé en Conseil des ministres plus de 2 fois. Mais jusqu'à présent, quel est l'EPA qui a été supprimé parce qu'on a trouvé que son existence était en quelque sorte une sorte de pléthore au niveau de l'administration parce que ses prérogatives sont jouées par une autre. Donc il n'y a pas sincèrement une lutte contre la corruption parce que je vois le ministre Sarwat dire aujourd'hui encore que lutter contre la corruption, c'est lutter contre un cartel. Qui sait s'il ne fait pas partie de ce cartel? Et d'ailleurs, c'est se donner trop de rôle. Il y a beaucoup d'autres instances qui s'occupent de la lutte contre la corruption. Il y a la lutte contre, il y a l'agence, il y a le secrétariat chargé de la lutte contre la corruption, il y a l'inspection d'État, il y a la Cour des comptes, il y a tout. Il s'est accaparé de tout. Exactement, il ne peut pas être tout. Et lui-même, il est justiciable, lui-même, il n'est pas, il n'est pas au-dessus de la loi. Exactement. Voilà. Alors, moi, je me pose simplement quelques questions. Lesquelles? La première, pourquoi c'est toujours le ministre Charles Wright qui s'empresse pour passer dans les médias, comme Bonnet l'a dit tout à l'heure, pour communiquer. Parfois même, il y a des informations qu'on passe dans les médias avant qu'il n'y ait une note officielle ou avant qu'il n'y ait une décision dans ce sens. Ça a été le cas de la publication des comptes de Dioma. Justement. Alors, il y a je me dis que ce n'est vraiment pas une bonne chose parce que ce qui se passe, c'est que vous allez jeter les gens en pâture. Lorsque vous venez, c'est-à-dire vous citez les noms, c'est-à-dire dire que X est poursuivi ou par exemple tous les DAF ou les... En fait, vous prenez une décision globale, vous n'avez pas assez d'éléments pour, si vous voulez, inculper les gens ou tout au moins pour vraiment ouvrir des enquêtes sur la gestion de X ou de Y. Vous venez citer leur nom parce que vous savez mieux que moi que lorsqu'on dit aujourd'hui que Ndoye est cité ou Ndoye est visé par des enquêtes, déjà dans l'opinion, vous êtes coupable, vous êtes trempé. Ouais. Et à partir de là, au moment où votre nom est cité, et la façon dont même on communique, ça donne l'impression tout de suite que... vous vous rappelez, lorsque le cas Maka, par exemple, a été cité, vous avez entendu certains dire non, il ira en prison. En fait, c'est un peu ça le gros problème. Il y en a qui ont été poursuivis à un moment donné et par la suite, ils ont été blanchis. Mais après, l'image a pris un sérieux coup. D'autres n'ont même plus eu la possibilité d'être réhabilités dans leurs fonctions parce qu'ils ont été démis et après, ils ont fait face à la justice. Ils ont eu raison. La justice leur a donné raison, mais derrière, rien. Ils n'ont plus leur poste, ils n'ont jamais été... Et voilà. Et je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Mais alors, revenons aux faits. Oui. Le ministre Charles Wright, ou disons le poste de ministre, la fonction de ministre est une fonction éminemment politique. Ça, c'est une évidence. Ça sous-entend que quel qu'en soit ce qu'on dit là, sur l'aspect technique, le ministre joue d'abord un rôle politique. Alors, quand on observe l'évolution de la situation, de loin, c'est-à-dire vous quittez le cercle, vous regardez ce qui est en train de se passer, mais politiquement, c'est une mauvaise image de l'administration Gomou. C'est une très très mauvaise image qu'on est en train de refléter. Parce que si on vous dit aujourd'hui, Ndoye, que les directeurs, les responsables de régie, ou des préfets, des maires, mais après, on dit que sur toutes ces personnes-là, il y a des soupçons de corruption. Mais bon sang de bon Dieu. Moi qui ne suis pas guinéen et que je suis hors de ce pays, quelle est la première conclusion que je tire?
Oui, mais attendez, Ndoye, honnêtement, moi je pense sincèrement, je suis pour la moralisation de la gestion de la chose publique. Oui. Ça, c'est un pari que le peuple, que le gouvernement doit réussir. Et ce gouvernement-là, je pense, devrait réussir ce pari parce que, entre griffes, on se disait qu'il n'y a quand même pas, l'aspect politique ne pèse pas. Parce qu'on va dire, avec les présidents démocratiquement élus, on se dit il y a eu des alliances, des gens ont voté pour toi, vous avez gagné le gâteau, il faut le partager. Vous nommez certains à cause de leur engagement politique, d'autres à cause de leur poids, ainsi de suite. Mais là, on n'est pas dans cette configuration-là. Et même un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas ce que nous avons. On a une équipe qui a été mise en place pour gérer une transition. Une transition qui a juré d'aller sur une base de refondation, qui a juré, je vais parler de son chef, le général Mamadi Doumbouya, qui a quand même juré de mettre derrière les pratiques du passé. Du passé, oui. Qui nous a promis que la justice sera la boussole de cette transition. Oui, il a dit, oui. Donc on estime que lui, il a toutes les cartes possibles pour réussir cette mission-là. Il ne se réfère à personne, il n'est pas candidat comme il le dit, aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Par conséquent, ils n'ont pas besoin, si vous voulez, d'un soutien politique ou si vous voulez d'aller sur des considérations ethniques, parce que la mission, elle est bien connue et elle ne devrait pas tenir compte de ces paramètres-là. Mais si cette équipe est en place et on nous dit que tous les maires, tous les préfets, les directeurs généraux, au niveau des EPA et tout, qu'il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur la tête de toutes ces personnes-là. Mais finalement, nous avons quoi? Quand on dit que c'est un gouvernement ça veut dire que tout le monde doit aller en prison. Finalement, quand on dit, parce qu'il faut élargir cela, comme l'a rappelé le Premier ministre, lorsque vous dites que les DAF, qu'il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur les DAF, ça vous ramène aussi au ministre. Oui, bien sûr. Ça sous-entend, même si c'est de façon voilée. Qui sont les ordonnateurs. Même si c'est de façon voilée, quelque part, ça sous-entend que nous avons une administration, en tout cas à ce stade-là, qui est problématique. Comment voulez-vous que moi qui suis bailleur, je vais traiter avec vous? Pendant ce temps, on me dit, dans votre pays, les ministres, préfets, maires, c'est-à-dire, il y a des soupçons de corruption sur tout le monde. Ça ne vous rassure pas. Vous partez lever les fonds. Pendant ce temps, vous apprenez que même certains techniciens ne peuvent pas venir parce qu'ils sont visés par des injonctions ou en tout cas par des enquêtes. Oui. C'est quand même un problème pour toute l'administration. Et donc, l'image que cela reflète... En temps normal... Oui, mais l'image que cela reflète... Non, c'est important de le rappeler. En temps normal, s'il y avait du travail en amont qui était fait... Ça nous éviterait... Pour renforcer, je veux dire, d'abord pour renforcer la confiance entre la justice et les justiciables, j'imagine que c'est comme ça se dit, et qu'il y avait cette célérité de la justice à pouvoir traiter les affaires, parce que ça aussi, il faut le mentionner, il y a des gens dont l'honneur est souillé depuis de longs mois et jusqu'à présent, on ne parvient pas à leur dire s'ils sont véritablement coupables ou pas. On a juste dit à l'opinion qu'on les poursuivait. Après, on n'est pas revenu dire ce qui en est évidemment, et ils en souffrent. Donc, si en amont, il y avait cette célérité, et que c'était vraiment une justice indépendante qui traitait des dossiers, ça aurait pu être plutôt l'effet contraire. Peut-être que de loin, on aurait pu dire, ah bon, écoutez, voilà, pour la première fois, un État dans ce pays-là qui s'occupe des questions de droit, des questions de justice, et qui veut faire la lumière sur les choses et qui veut lutter contre la corruption. Mais malheureusement, de toutes ces actions, l'image que ça renvoie, c'est que c'est une sorte de guerre de clans, de règlement de comptes, mais aussi du m'as-tu vu, du remplissage et tout ça. C'est ce que ça renvoie. Ça fait que parfois, et c'est l'effet contraire que ça produit. Je ne sais pas si vous réalisez avec moi la différence qui existe entre si vous étiez cité aux premières heures du CNRD et si vous êtes cité aujourd'hui par la justice, ça produit deux effets. Oui, mais bien sûr. Avant, dès qu'on disait, l'exemple le plus illustratif, c'était le cas d'Amaro, par exemple. Oui. Quand on a dit qu'on avait donné à Damaro, je pense, 3 jours ou combien de jours pour qu'il quitte le domicile, c'était vraiment une action d'injustice.
C'était pas normal. Quelqu'un qui a habité un endroit depuis combien de temps? Même la maison de la presse, quand on a donné la maison de X à la presse et tout ça. Donc, c'était des actions qui étaient suffisamment porteuses de germes d'injustice et d'abus, mais qui étaient acceptées à l'époque parce qu'on en avait tellement subi de l'ancien régime que ce règlement de compte, en quelque sorte, confortait certains. Et donc, quand on disait votre nom à l'époque, on dit la justice a épinglé telle personne, ça faisait tout le tollé que ça faisait autre-là. Alors qu'aujourd'hui, quand Charlotte dit votre nom, dans des injonctions, vous sentez une sorte d'empathie, une sorte de pitié pour la personne qui est citée parce que on pense désormais que c'est plutôt de l'injustice qui est faite aux gens. Avant, les gens applaudissaient. Les gens applaudissaient. Il a adhéré. Ce n'est pas le cas maintenant là. Les injonctions, les gens partageaient les injonctions du ministre Charlotte, ils commentaient et tout ça. Oui, mais c'est bien, il est en train de faire du bon boulot. Maintenant, ce n'est pas le cas. Quand on fait une injonction contre vous, les gens se posent des questions, ensuite les gens pensent que vous êtes victime de règlement de compte, ensuite ça crée ça. Donc il n'y a pas cette confiance. Donc je dis une fois encore que s'il y avait la confiance en la justice et que la justice était vraiment indépendante et que c'est elle, la justice, qui traitait de ces choses-là, mais ce n'est pas un homme politique qui siège au Conseil des ministres, qui reçoit des ordres du président de la transition, si c'était cette justice indépendante-là, ça aurait été plutôt l'effet contraire à l'international parce qu'on aurait dit, voilà une justice où on ne pardonne pas, on ne tolère pas les questions de corruption, de détournement de deniers publics, et c'est un gouvernement, donc c'est un État qui est crédible, on peut aller s'installer dans ce pays-là parce qu'on est en sécurité judiciaire. Ce qu'il faut même mais dire, malheureusement, Bonnet, si ce n'est pas le cas, et je pense qu'il faut travailler à cela. Alors, non, ce qu'il faut même dire, Bonnet, voilà, politiquement, il faut dire en réalité que Charles Wright est en train de devenir un véritable problème pour le système. C'est une évidence. Vous savez, s'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, lorsqu'un ministre de la Justice se dit, parce que quand même, quand on prend par exemple la CRIEF, c'est quand même un bijou de cette transition. Ça fait partie des trophées que le président de la transition brandit. Même quand ils sont allés pour cette table ronde de levée de fonds. Non, j'y arrive. J'y arrive. Oui, allez-y. Cette CRIEF, même quand on est allé pour des questions de levée de fonds, c'est cette CRIEF d'abord qu'on brandit comme étant un trophée. Alors qu'un ministre se permet, un ministre de la Justice, qui va jusqu'à dire que ça c'est une déception, ou que cette CRIEF, en fait, quand on doit jeter de l'anathème sur cette CRIEF-là, ça sous-entend quelque part que c'est quand même, ça veut dire que vous-même, ce que vous avez mis en place, ne fonctionne pas convenablement. C'est une manière de dire aussi au bailleur, ne donnez pas de l'argent. Oui, mais attendez, si moi j'étais à la CRIEF. Parce qu'on n'a pas d'instrument pour mesurer tout cela. Si j'étais travailleur, magistrat en tout cas de la CRIEF, cette sortie du ministre, je n'allais pas rester indifférent. Parce que ça sous-entend que vous qui êtes là-bas, les hommes et les femmes, parce que quand on dit CRIEF, il y a quand même ces hommes et femmes qui font fonctionner l'appareil. Si on dit que l'appareil ne fonctionne pas convenablement, ça sous-entend que ceux qui sont là ne font pas convenablement leur travail. Par conséquent que vous ne valez pas grand-chose. Et donc quand c'est comme ça, il y a un problème. Et je pense qu'en réalité, si vous voulez, ça ne concourt pas à donner une très belle image à cette justice. Je pense que oui, il faut poursuivre les gens, il faut ouvrir des enquêtes, mais l'idéal serait, comme le rappelait Makanera, parce que quand vous dites pour le moment, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, ou pour le moment on ne dit pas ils ont volé, d'accord, présomption d'innocence, mais à la base il faut avoir quand même quelques éléments, parce qu'après non seulement la procédure ça va prendre du temps, et après à l'arrivée qu'on dise que vous n'êtes responsable de rien, et pendant ce temps vous avez été privé de votre droit de vous déplacer, vous avez été empêché de jouir pleinement de certains droits. Je pense que ça pose énormément de problèmes. Vous vous rappelez le cas Dioma, ça a été le tout premier dossier inscrit à la CRIEF. On est à quel niveau aujourd'hui? Mais en fait, quand tu parles, parfois, les gens pensent que non, on est en train de critiquer le pouvoir, on n'aime pas Doumbouya, on n'aime pas le ministre Charles Wright. Mais c'est quand même important de le rappeler. Revenons sur le cas de Maka. Oui, c'est quand même... Non, le cas de Maka, moi je pense que... On parle de ce véhicule réformé, on parle de 188 jeunes qui ont été annoncés, mais qui malheureusement, il n'y a qu'une dizaine qu'on a vu sur le terrain. On parle de 4 milliards. En tout cas, pour le cas de Maka, par exemple. Des fonds qui sont alloués, 1 milliard 900 millions, le tout ça fait 5 milliards 900 millions. Pour le cas de Maka, par exemple, là, il y a au moins une nouveauté. Une nouveauté parce qu'il est venu avec des chiffres, il est venu avec des faits, c'est-à-dire il sait ce qu'on lui reproche.
ou en tout cas, on sent que le ministre a suffisamment d'éléments pour quand même demander à ce qu'il soit poursuivi. Oui, ça, je suppose qu'en réalité, c'est comme ça devrait fonctionner. Ce n'est pas parce que vous êtes maire tout de suite que vous devriez être poursuivi. Ce n'est pas parce que vous gérez une régie financière qu'on doit tout de suite se dire que vous avez détourné. Non. Lorsqu'il y a ces genres de situations, vous avez suffisamment d'éléments. Vous convoquez la personne, elle est inculpée, elle est mise devant ses responsabilités, jugée, si elle est reconnue coupable, sanctionnée et condamnée. Tout de suite, vous donnez de l'espoir. Le fossé entre les justiciers et les justiciables, tout de suite, ça peut se rétrécir. Mais si vous ne le faites pas, et que vous devrez annoncer les noms en vrac, vous vous rappelez le nom il y a une liste où il y a le nom pratiquement de tous les anciens ministres, oui, bien sûr. Et même le président de l'ex-président, le professeur de la République. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette liste? C'est de ça que le Premier ministre lui reprochait. Je pense que vous avez commencé des injections qui n'ont pas abouti. Mais bien sûr. Vous ouvrez d'autres enquêtes. Il a commencé, est-ce que ça va aboutir? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que le vrai problème avec ça, c'est quoi? C'est que tant que vous êtes dans ces liens ou tant que vous faites l'objet de poursuites, vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Si vous êtes président d'une entreprise, vous ne pouvez pas avoir des contrats. Vous ne pouvez pas sortir. Si vous êtes un malade, vous ne pouvez pas sortir. Et là, c'est un problème. Vous êtes dans ça 1 an, 2 ans, 3 ans, mais de vous à moi, à la limite, ça devient du péché. Ouais. Parfois, je me pose la question, comment on peut avoir toutes ces situations-là, se coucher et dormir? Parce qu'en attendant, ce sont quand même des humains, ces personnes-là aussi. Le fait d'être ancien ministre ou le fait d'être maire ou préfet et autre chose là, ça ne devrait pas être un motif ou en tout cas une raison de vous mettre dans de telles situations. Il faut vraiment aller avec beaucoup plus de sérénité sur ces sujets-là. On a envie de savoir qui a fait quoi. On sait. Alors, à quoi on peut s'attendre pour ce cas? On sait quand même. Je précise. On sait quand même qu'il y en a qui se sont servis de l'État au lieu de servir l'État. Ces personnes-là doivent nous rendre compte, on est d'accord. Mais que ça ne soit pas un truc sélectif, que ça ne soit pas pour prouver ou taper la poitrine que moi, même si tu es de l'appareil, ou même si tu es secrétaire général, ou même si tu es ministre, je suis capable de vous poursuivre. Non, il faut qu'on sorte de ça. On n'a pas intérêt à faire des choses pour se montrer, pour dire non, vous avez le pouvoir, pour dire non, vous êtes audacieux. Ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de résultats concrets. Interpeller les gens, mettez-les devant leurs responsabilités. S'ils sont reconnus coupables, qu'ils soient condamnés. Mais qu'il y ait toujours quelques éléments sur lesquels on se fonde et que ça ne soit vraiment pas une sorte de chasse aux sorcières ou de règlement de compte ou des menaces simplement. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Le cas Maka, si tout ce qu'on a énuméré, l'essentiel c'est de lui donner la possibilité de se défendre, de prouver l'utilisation de ces fonds ou des actes posés. Derrière, s'il est libre, tant mieux. Et s'il est reconnu, s'il est retenu dans les liens de culpabilité, qu'il réponde carrément de... Voilà, tiens, l'autre dossier, puisque